Cette petite ouverture était le dernier espoir de Catherine. Par elle, elle espérait entendre, ou mieux encore, voir beaucoup de choses qui lui seraient utiles. Je vous en prie, madame, plaide la demoiselle d'honneur. Mais la jeune Florentine n'en démord pas. Adossée à l'ouverture, elle regarde en silence pendant plusieurs minutes. Puis elle fond en larmes. La dame de cœur de son mari, l'héritière du trône de France, en connaît un rayon sur l'amour. Mais pas elle. Les mariages dynastiques sont les plus cruels. À l'âge de 14 ans en France, Catherine sait ce qu'on attend d'elle, la naissance précoce d'un garçon. Mais les années ont passé, et toujours pas d'enfant premier-né. Le dauphin Henri ne veut même pas regarder en direction de sa femme. Quel fils! Il aime Diane de Poitiers, sur laquelle on raconte des légendes. Dans sa jeunesse, elle aurait rencontré un sorcier qui lui aurait proposé de choisir entre le pouvoir, la richesse et la jeunesse éternelle. Et Diane choisit la jeunesse. À 40 ans, elle est encore fraîche et belle. L'influence de Diane s'accroît et elle a 20 ans de plus que Catherine de Médicis. Anne d'Étampes, alors favorite du roi de France, s'inquiète. Elle et Diane se disputent. Et si la souveraine mourait, Henri monterait sur le trône et sa dame de cœur obtiendrait un pouvoir inouï. Il faut se débarrasser de cette femme. Comment? Tout simplement. Autrefois affectueuse et attentive à l'égard de Catherine, Anne cesse soudain de la remarquer. Et commence à convaincre le roi que les longues années d'attente n'ont mené à rien, et qu'il faut divorcer. Que les Florentins rentrent chez eux. Ils trouveront au dauphin une autre fille, noble, riche, belle. Anne insiste particulièrement sur le fait qu'Henri a besoin d'une jeune beauté, pas d'une Catherine grosse et potelée. Si une telle princesse apparaissait à la cour, le dauphin oublierait probablement Diana. Les courtisans sont comme des chiens de chasse, ils sentent à 1 kilomètre. Mais là, il s'agit d'une odeur d'intrigue. Catherine, dont on vient de vanter l'intelligence et le goût, est soudain oubliée de tous. On discute de l'éventuel mariage d'Henri avec la charmante Louise de Guise. Il est même question que tout se passe dans les plus brefs délais. Dans un claquement de talons, Catherine s'avance vers le roi. Elle tombe à ses pieds, embrasse ses chaussures et le supplie de la laisser rester en France. Je serai la servante du nouveau dauphin, balbutie la Florentine, et je prierai pour son bonheur. Le cœur du roi tremble. Comment passer à côté d'une telle générosité, d'une telle bonté? Une nouvelle chance est donc donnée à Catherine. Et soudain, elle a une alliée inattendue. La même Diane, que Catherine regarde avec jalousie et douleur, est également intéressée par le fait que le dauphin n'aille nulle part, il est tout à fait clair. Mais si une beauté éblouissante apparaissait, Diane se ferait montrer la porte. C'est pourquoi les deux femmes concluent une alliance inhabituelle. Diana promet au dauphin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle ait un enfant le plus tôt possible. C'est ainsi qu'elle a commencé à travailler avec Henri. Le jeune héritier du trône n'en croyait pas ses oreilles. Sa dame de cœur a déversé tant de miel en parlant de Catherine. Elle est gentille, gracieuse, catholique et dévouée à la maison de Valois de tout son cœur. Il suffit de faire quelques efforts. Nous devons lui rendre visite plus souvent, c'est un devoir royal. Diana organise la première rencontre, obligeant presque Henri à aller vers elle. D'autres suivront, mais toujours pas de résultat. Catherine fait appel à des herboristes. Le pauvre dauphin est soigné de toutes parts. Elle boit même l'urine d'un mulet, enduite de graisse de bois râpé. Catherine pria, jeûna, visita des temples et fit des dons à des monastères, porta sous sa robe des ailes de chauve-souris séchées et une partie des reliques de la sainte, mais le résultat ne fut toujours pas au rendez-vous. Il est clair qu'elle faisait quelque chose de mal. Finalement, Catherine a pensé à un dernier recours. Elle fit faire un petit trou dans le sol de ses appartements à Fontainebleau. Juste au-dessus de la chambre d'Henri. Un poste d'observation parfait. Catherine était déterminée à obtenir ce qu'elle voulait. Elle était amère, elle était blessée lorsqu'elle regardait son mari et Diane de Poitiers, mais elle tirait des conclusions.
Les astuces françaises que Diane avait maîtrisées allaient maintenant aider Catherine à poursuivre la famille Valois. Après une nouvelle rencontre, son mari ne la fuirait pas. Et il reviendrait probablement beaucoup plus tôt. La fois suivante, elle attend Henri avec une grande excitation. Cela marchera-t-il ou non? Henri commence à rendre visite à sa femme plus souvent. Au cours de l'été 1543, le médecin Jean Fernel annonce avec joie au roi de France que le dauphin se porte bien. Il y est pour quelque chose, car Catherine l'a consulté et Fernel lui a donné des conseils. Le 19 janvier 1544, la France se fiche d'impatience. C'est parti. Et puis c'est la liesse. Un garçon. François, le futur roi. La Florentine a bien fait. Elle a redonné vie au château où elle avait espionné l'étoffe française. Le roi, fier et heureux, qui assiste à l'événement, ordonne un baptême somptueux pour son petit-fils. Il se porte lui-même volontaire pour être parrain, et sa sœur, Marguerite de Navarre, devient marraine. Catherine ne tarde pas à se retrouver à nouveau, en position. Sa jubilation n'est assombrie que par le regard amoureux de son mari, qui ne se pose pas du tout sur elle. Merci d'avoir regardé ce film.